Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais aborder un sujet d'actualité concernant la sécurité informatique. Personnellement, je ne possède pas d'antivirus et je désactive même tous ceux installés de base et j'aimerais vous expliquer pourquoi je fais ça et comment je reste protégé. Pour aborder ce sujet, je parlerai de la sécurité informatique dans ses grandes lignes, puis je détaillerai un petit peu le fonctionnement des antivirus pour finir sur la manière dont personnellement je me protège. Nous vivons dans un monde connecté où tout le monde possède un ordinateur, un smartphone, on a même des objets connectés, que ce soit des ampoules, des portails, des verrous, etc. Et tout cela en fait des cibles potentielles pour les hackers, les pirates informatiques qui vont essayer de récupérer des mots de passe, des comptes, des adresses email, mettre des pubs, etc. Tout cela dans le but en fait de gagner de l'argent. Pour arriver à leur fin, les pirates informatiques utilisent deux grandes familles de failles. On va trouver les failles système et les failles humaines. La faille système, c'est celle lorsque, à la conception d'un produit, à sa création, au moment où on l'a pensé, etc., on a oublié quelque chose, on a fait une erreur, et ce qui va en fait amener ce qu'à la suite on soit capable d'utiliser cette faille-là à des fins malveillantes pour les pirates informatiques. Et ça, c'est ce qui est par exemple arrivé récemment à Uber. On a entendu parler qu'il y a des millions de comptes clients qui ont été volés, ou encore récemment chez Apple, où on avait une faille qui permettait d'avoir des droits administrateurs sans le mot de passe. De l'autre côté, on va avoir la faille humaine, parce qu'en fait, comme tu es quelqu'un de vivant, tu as des envies, des volontés, et tout ça en fait que les pirates vont essayer d'utiliser les faiblesses humaines pour arriver à leur fin. Et généralement, on remarque que en fait, les failles système, donc les pirates informatiques qui utilisent les failles système, utilisent la faille humaine pour mener à bien les failles système. Pour contrer ces problèmes, etc., on a créé des logiciels qu'on appelle des antivirus. Et Wikipédia nous les définit comme des logiciels conçus pour identifier, neutraliser et éliminer des logiciels malveillants. Pour cela, ils utilisent en fait trois types d'analyses. On va avoir en première l'analyse de forme qui utilise des expressions régulières. Et en fait, son but, ça va être de détecter des mots qu'on a blacklistés. Donc c'est très utilisé dans les spams. Par exemple, les mots sexy, jeu d'argent, crédit, etc. Ces mots sont blacklistés et grâce aux expressions régulières, on va pouvoir repérer ces mots même s'ils sont conjugués, accordés, et on va donc pouvoir définir que l'email par exemple est un email frauduleux, un spam. Ensuite, on va avoir la signature virale qui va en fait analyser une portion de code d'un logiciel. Donc ça permet plutôt de détecter des virus. Donc quand tu télécharges un logiciel, ton antivirus va analyser le code pour vérifier si des portions de ce code-là sont pas identiques à d'autres qu'on aurait déjà de la même manière blacklistées comme appartenant à des virus. Donc si le logiciel que tu télécharges a une portion de son code qui ressemble beaucoup à du code d'un virus, on peut en tirer la conclusion que le logiciel que tu es en train d'utiliser est probablement un virus. Troisièmement, on a l'analyse heuristique qui est la plus puissante, qui est en fait l'analyse du comportement. Au moment où tu télécharges un logiciel, tu l'exécutes, l'antivirus il va analyser le comportement du logiciel, vérifier où est-ce que c'est qu'il lit des données, où est-ce que c'est qu'il en écrit, est-ce qu'il communique avec un serveur extérieur, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et pareil, on aura défini certains comportements comme étant des comportements de logiciels malveillants, et si le logiciel que tu es en train d'exécuter a les mêmes caractéristiques, a le même comportement que les logiciels connus comme étant malveillants, alors on va pouvoir définir que le logiciel que tu utilises est probablement de la même manière un virus. J'ai eu l'occasion de voir des conférences, de rencontrer, de parler, de discuter avec des hackers et même de travailler sur certains sujets qui m'ont mené à une conclusion qui est malgré ces protections, on peut tout obtenir de toi. Je dis que les antivirus ne servent à rien, c'est pas au hasard, c'est parce que, prenons cet exemple-là de protection, on a certains logiciels qui s'appellent des crypteurs, qui sont en vente libre sur internet pour à peu près 10 € par mois et jusqu'à beaucoup plus selon leur performance, qui vont avoir comme unique but de bypass, donc de passer les protections des antivirus. Pour cela, en fait, ils vont mettre en œuvre différentes techniques pour, entre autres, cacher le virus et revenir à son état normal après l'analyse de l'antivirus. On peut facilement faire ça avec un chiffrage XOR
pour bypass la signature virale et un timer de par exemple 15 secondes pour passer l'analyse heuristique. Si ça t'intéresse, je peux faire une vidéo entièrement là-dessus où on pourrait créer un crypteur pour bypass les antivirus. Dis-le moi si ça t'intéresse. La question qui se pose à ce moment-là, c'est alors comment se protéger? Si les antivirus ne peuvent pas le faire pour nous, comment le faire? Alors, je dirais qu'il faut respecter ce que j'appellerais le principe de non-confiance, qui stipule que sur Internet, personne ne te veut du bien. Et il y a 3 règles à respecter. La première, elle parle de la vigilance. Il faut toujours être alerte sur Internet, c'est-à-dire avoir conscience qu'il y a énormément de fausses pubs, d'arnaques, etc. Donc se mettre en état de vigilance et pas en état de confiance. Donc vraiment faire attention. La deuxième règle, elle stipule qu'il faut vérifier. À chaque fois que tu reçois quelque chose, qu'on te demande de télécharger une pièce jointe, etc., il faut toujours vérifier l'expéditeur, d'où ça vient, le site internet, est-ce que c'est en HTTPS, est-ce qu'il a un certificat valide, et si on a des doutes, aller regarder sur internet des informations, etc., etc. C'est-à-dire que l'étape de vérification, elle est vraiment très importante. Et celle-ci, elle rejoint la 3e règle qui vient dire qu'il faut résister à la tentation, ne pas faire preuve de curiosité. Lorsque parfois on te dit message de votre banque, on vous doit 100, 200 euros, cliquez ici, tu vois, d'un côté tu te dis ouais c'est bizarre, mais d'un autre côté tu as envie de savoir, tu te dis et si c'était vrai? Alors tu cliques et là tu as cédé à ta curiosité et il est déjà trop tard. Et donc si tu appliques ces 3 principes qui sont donc la vigilance, la vérification et ne pas céder à sa curiosité, eh bien tu viens déjà d'éliminer une grande partie des attaques qui sont destinées à la masse, qui ne font pas attention et donc qui vont se faire arnaquer. Il y a bien évidemment aussi les sites de streaming, les sites de téléchargement, les torrents, les logiciels crack, etc. Ça, ce sont des points vraiment très sensibles pour lesquels il faut vraiment faire très attention. Donc le principe de vigilance et de vérification et de la curiosité aussi, mais surtout les 2 premiers sont vraiment à appliquer. C'est-à-dire que ici on sait que les gens ils vont céder, tu vois. Tu veux voir le film, on sait que le gars, s'il a envie de le voir, il va cliquer. Donc on va utiliser ces moyens-là pour te faire télécharger des virus, etc. Par exemple les sites de streaming, tu as vraiment énormément de pubs avec des faux boutons télécharger, etc. Et comme on utilise donc la faille humaine ici, hein, pour se dire, on sait qu'il veut télécharger son film, on va lui faire télécharger un truc, même si c'est pas, même si à la fin il aura pas son film, on va lui faire cliquer sur un bouton, on va lui télécharger un virus, et à partir de là, tu sais ce qui peut arriver. Une autre astuce que j'applique personnellement, c'est le fait d'avoir plusieurs degrés d'email. J'en ai personnellement 4, allant de l'email poubelle jusqu'à l'email personnel secret. C'est-à-dire que, en fait, si tu réfléchis 2 secondes, quand tu veux te connecter à un site, à ta banque, etc., des informations sensibles ou quoi, on te demande souvent un identifiant et un mot de passe. Et généralement, l'identifiant, c'est un email. Et si ce même email, tu le mets sur un forum, tu le donnes aux gens pour qu'ils te contactent, etc., et en fait, tu viens de leur donner 50% des identifiants de connexion. Alors je dis pas que le mot de passe est aussi simple à trouver que l'identifiant qui serait un email, bien entendu, mais disons que si déjà un hacker, un pirate n'a pas ton email, c'est déjà une première étape qu'il doit déjà franchir et qui vraiment complique les choses. Ça me fait penser à Will Soleil qui avait fait des vidéos pour expliquer comment, alors qu'il est assez populaire et connu, etc., a quand même perdu l'accès à tous ses comptes pendant un moment à cause justement de ces histoires d'email. Après les principes de non-confiance, il y a des solutions techniques entre guillemets qui peuvent s'appliquer. La première, ça va être Sandbox, qui est, comme son nom l'indique, un bac à sable dans lequel on va pouvoir exécuter un logiciel, une application, un fichier, n'importe quoi, et dans lequel on va pouvoir vérifier le comportement, donc nous-mêmes, de ce que l'on a lancé à l'intérieur, et qui va donc permettre de voir si c'est un comportement malveillant ou pas. Et aussi, ça va créer une sorte de bac à sable, donc un endroit un petit peu isolé du reste, qui permet donc qui va empêcher les virus d'attaquer le reste de l'ordinateur, d'accéder à certaines zones, etc. Mais d'un autre côté, lorsqu'on lance un programme, il a besoin d'accéder un petit peu à plein d'endroits dans l'ordinateur, à la mémoire associée à cela. Et donc le bac à sable, c'est un bon premier rempart, mais c'est pas complètement efficient à cause justement des portes ouvertes qui lui sont volontairement laissées ouvertes pour que le programme puisse s'exécuter. En réponse à cela, tu vas avoir VirtualBox ou VMware qui vont te permettre de créer une machine virtuelle sur ta machine physique, et là ce sera un environnement complètement à part, et donc un environnement isolé qui sera donc sécurisé. Et ça c'est plutôt pas mal pour l'utiliser, mais il ne faut pas mettre d'informations sensibles dessus, ne pas se connecter à ces sites de banque sur cette machine virtuelle, etc., etc.
Finalement, on a la double authentification qui est un système qui est un petit peu accessible partout sur tous les sites internet maintenant, sur tous les comptes, etc. qui va en fait permettre, lorsque tu veux te connecter, de t'envoyer un mot de passe par SMS et donc faire une authentification en 2 étapes. Ce mot de passe sera à chaque fois différent, bien sûr. Et donc c'est un système vraiment qui est vraiment pratique parce que par exemple si un jour tu t'es inscrit sur un forum et puis 5 ans plus tard le forum il a été piraté mais tu as utilisé le même mot de passe sur un compte important, etc. Le pirate il essaye de se connecter à ton compte, il voit qu'il y a un SMS qui a été envoyé, il passe au suivant, tu vois, il a 1500 autres comptes à tester, il va pas essayer de s'emmerder à avoir ton numéro de téléphone, etc., etc. Donc ça c'est quelque chose qui va quand même permettre d'enlever 98 à 99% des attaques qui sont destinées à la masse des gens qui font pas attention, qui n'appliquent pas ce principe de non-confiance. Pour finir, je t'incite fortement à t'informer parce que c'est qu'en comprenant les menaces de l'intérieur que tu pourras réellement y échapper. Fin.